Si je vous dis plus grand clan de l'histoire, à qui est-ce que vous pensez? Eh bien mes amis, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo, sur cette miniature, puisque je vais aujourd'hui classer du coup tous les fameux clans, les stables, tout ce qui est les trios, bref, tout ce qui est, on va appeler ça les clans, sera plus simple, à la double bleue pour voir un petit peu quels ont été les plus grands clans de l'histoire du catch et notamment de la double bleue, quels ont été les mid-carders, les main eventers, les Hall of Famers. Bref, c'est comme ça qu'on va décider. Encore une fois, je précise que ce sont mes goûts uniquement à moi, mes choix. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre vos choix à vous dans les commentaires. Mais s'il vous plaît, ne vous insurgez pas pour mes choix. Ça n'a aucun sens puisque ce ne sont que des goûts personnels. Et on bascule sans perdre de temps sur cette playlist. Du coup, nous sommes sur Tier List Maker, le site que j'utilise pour faire les tier lists du coup. Et donc, maintenant, c'est l'heure de faire les tier lists concernant les clans. Et donc, on a une ribambelle de clans. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des cases Jobber, donc pour les plus nuls, Low Carder, Mid Carder, Main Eventer et Hall of Fame. Donc, vous comprenez que de bas en haut, c'est des moins importants aux plus importants. Alors, le club de AJ Styles et de Luke Gallo et de Carl Anderson, du coup, je pense que je vais les mettre dans Low Carder, parce qu'en fait, enfin, c'était pas vraiment des Low Carder, mais je vais plutôt raisonner en termes d'importance en fait à la double bleue. Et pour moi, ce clan était certes intéressant, mais n'était pas extrêmement important et a finalement été un petit feu de paille. Ça a été là quelques temps, mais ça n'a pas spécialement impacté l'histoire de la double bleue. Je vais plutôt m'attacher sur ça. Regardez par exemple la Straight Edge Society, je vais plutôt les mettre dans Main Event, dans Mid Card, puisque eux, ils ont été quand même un peu plus marqués historiquement. Il y a eu des rivalités contre Rey Mysterio par exemple avec CM Punk qui ont été assez historiques, et donc du coup je pense que la Straight Edge Society mérite largement sa place dans la mid-card. Allez, la Nation of Domination, du coup composée du Rock, de Farouk, de pas mal de bons catcheurs à l'époque. Cette stable carrément en main event puisque ça a été l'une des attractions phares de l'Attitude Era. C'est vraiment ce qui a lancé le Rock, je trouve, dans sa carrière aussi après en solo. C'est vraiment ça qui a lancé le Rock. Donc rien que pour ça, c'était clairement une des factions les plus importantes, en tout cas de l'Attitude Era, à n'en pas douter. Et puisqu'on parle de l'Attitude Era, je suis en train de me rendre compte qu'il manque pas mal de clans. Il manque le Ministry, par exemple, of Darkness, notamment pendant l'Attitude Era, et surtout DX. Je vois pas DX, alors que bon, DX, ça reste quand même la base de tout. Bon, c'est pas grave. On sait ce que c'est, les tier lists, c'est pas moi qui les fais. Des fois, il manque des choses. DX, j'aurais mis ça directement en Hall of Fame. On va continuer avec le Shield. Et le Shield, mesdames et messieurs, ça part en Hall of Fame. Et oui, le Shield, quel impact ça a eu, franchement. L'un des plus grands clans de l'histoire. Je sais que c'est assez récent, qu'on n'a pas encore le poids du temps pour contrôler un petit peu la legacy de ce clan. Mais pour moi, Ambrose, Rollins et Roman Reigns, ça a fait vraiment des étincelles. Alors ça a été très peuché, hein. Attention, ça a été extrêmement peuché, mais ça mérite sa place aux côtés des plus grands clans, parce que le Shield, quand tu regardes les trois, c'est devenu des monstres dans leur domaine après. Et quel monstre quoi! Roman Reigns, c'est juste devenu la figure du catch maintenant aujourd'hui. Rollins, l'un des plus grands heels, et Moxley du coup chez AEW, la plus grande star peut-être de AEW. Bref. Le Shield, c'est quand même quelque chose qui a fait 3 superstars du catch, enfin superstars, au moins des grosses stars du catch, et ça me paraît absolument essentiel de les mettre dans le Hall of Fame. Et je vais également mettre dans le Hall of Fame l'évolution. Eh oui, l'évolution, quel clan! Triple H, Randy Orton, Ric Flair, Batista, et certes ça n'a pas duré très longtemps, moins de 2 ans, mais alors... durant cette période-là, c'était vraiment la période évolution quoi. Les mecs étaient juste au top quoi. Enfin, Triple H en leader, Randy Orton en tant que future star, Ric Flair en tant que ancienne gloire et Batista en tant que enforcer, un peu garde du corps. Bref, c'était ce quatuor était absolument parfait en fait. C'était l'alchimie entre les quatre, en plus, était excellente. Ils nous ont proposé des matchs superbes, des angles superbes, des rivalités. Pour moi, l'évolution, en plus, en termes de charisme, c'est 4 personnes absolument incroyables. Ric Flair, ça lui a donné une seconde jeunesse. Triple H, ça l'a conforté. Randy Orton, ça l'a propulsé. Batista, ça l'a propulsé encore plus. Bref, pour moi, l'évolution, ça fait partie clairement du Hall of Fame des plus grands clans de l'histoire. Oh, le Spirit Squad! Le Spirit Squad! Ah, le Spirit Squad, c'était des jobbers, hein, franchement. Justement, le Spirit Squad qui était en rivalité contre DX en version duo
avec Michaels et Triple H en 2006. Le Spirit Squad, c'était un clan assez gentil qui était là un peu pour faire du comedy wrestling. Et il y a Dolph Ziggler qui est le seul, je crois, à être sorti de ce clan pour faire derrière une carrière en solo. Donc voilà, plutôt pas mal. Liner Circle, tiens, on a un clan de AEW dans cette liste, plutôt WWE. Liner Circle, je mettrais ça dans mid-carder parce que certes chez AEW ça fait partie des clans les plus importants, mais si on compare aux autres et si on compare au poids de l'histoire, Liner Circle ça fait pas le poids par exemple aux 3 au-dessus, clairement pas. Donc quand même je le mets dans mid-card, je suis assez sympa, mais sinon je l'aurais pas mis plus haut. Ça restait un bon clan très divertissant, mais ça a pas spécialement marqué. The Brood, je vais mettre ça dans le low carder, je pense, le Brood. Alors certes, on a beaucoup de nostalgie par rapport au Brood, par rapport à Gangrel, Edge et Christian, mais la réalité des choses, c'est que ça n'a pas duré très longtemps. À l'époque, ça n'était pas excitant. En fait, c'est que depuis que Edge il a relancé un peu sa gimmick de Brood là, avec son entrée, avec son thème du Brood, où c'était très sympa. Mais les buveurs de sang, clairement, c'était pas non plus l'attraction principale de l'Attitude Era. On a beaucoup de nostalgie. Je trouve qu'on est un peu biaisé par rapport au Brood. On a tendance à surévaluer un peu ce clan. Pour moi, je le mets dans low carder sans problème. Oh, la Nexus. Alors c'est vrai que je découvre un peu la carte en même temps, comme d'hab. Je regarde jamais en amont. J'aime bien découvrir un petit peu ce qu'on me propose. La Nexus. C'est dur la Nexus. Je peux pas dire que c'est des jobbers à la Nexus. Quand même, ils ont eu de l'importance, ils ont eu de l'impact. Il y a des mecs qui en sont sortis forts, hein, quand même. Bon, pas beaucoup. Daniel Bryan, c'est déjà pas mal, non? Je peux pas les mettre en jobber, non. C'est dur. C'est dommage, en vrai, il y avait un tel potentiel. Mais bon, il y avait quand même des belles individualités, quand même. Wade Barrett, même Ryback, Husky Harris, Bray Wyatt. Allez, low carder, c'est très bien. J'en sais rien, putain, je le mettrais bien en jobber quand même, le Nexus. J'en sais rien. Je prends quelques instants pour réfléchir comme je fais de temps en temps. One eternity later. J'ai tranché, mes amis, après un instant de réflexion, et je vais mettre le Nexus dans jobber parce qu'ils ont rien gagné, en fait, tout simplement. Ils ont fait que perdre. Ça n'a servi strictement à que dalle. Ça n'a pas effectivement le même rôle. En fait, le Spirit Squad, c'était un truc un peu comédie, folklore. Donc eux, on sait que c'était des jobbers, pas de problème. Mais le Nexus, à la base, ça devait être costaud, ça devait être fort. Et ça l'a pas été, donc ça mérite également sa place en jobber. Il me semble qu'il y a un troisième clan qui va aller dans cette place-là, on en parlera après. Alors, on a deux versions du Hurt Business. Je sais pas pourquoi on a deux versions du Hurt Business, ça sert à rien. Ah oui, parce qu'il y a... Ok, ouais, d'accord. On s'en fout. Il y a aussi deux versions de la Wyatt Family, j'ai l'impression. On va garder les deux versions de la Wyatt Family parce que c'est pas pareil. Et concernant le Hurt Business, il n'y a pas beaucoup de différence. Le Hurt Business, ça me fait mal au cœur de les mettre en low card, mais putain, c'est un tel potentiel pas exploité. Quel dommage, putain, le Hurt Business, c'était trop bien. Là, en 2020-2021, franchement, c'était le clan le plus dominant à la WWE, ça marchait bien. Pourquoi ils l'ont splitté, bordel? Ça marchait bien, Cedric Alexander, MVP, Bobby Lashley, Shelton Benjamin. Bon, ok, certes, il n'y a pas que des monstres, mais ça faisait un peu une évolution en version renouveau, quoi. Franchement, en version 2020-2021, t'avais la même ossature un peu que l'évolution, et non, que dalle. Ils ont arrêté ça à ma plus grande peine, parce que j'adore le Hurt Business, et je les mets en low card parce qu'ils n'ont pas pu montrer leur potentiel. Les Four Horsemen, alors ça c'est la dernière version avec Ric Flair, Benoit Pillman et compagnie, Malenko, mais les Four Horsemen dans sa globalité avec Arn Anderson, Tully Blanchard, c'est du main event, clairement, c'est presque même du Hall of Fame, les Four Horsemen. Je les mets pas dans le Hall of Fame parce que pour moi ils ont une portée médiatique un peu moindre que les autres clans qu'on a vus. Et ils ont beaucoup évolué du côté de la WCW et on sait que ça s'oublie un petit peu ce qui s'est passé du côté de la WCW. Le poids de l'histoire a fait que la WWE a battu la WCW et donc a enterré un petit peu les vieux souvenirs de la WCW. Et les Four Horsemen, on les a jamais vus, je crois, à la WWE. Ça s'est arrêté en 98 à la WCW avec cette dernière mouture là qui était en plus assez prometteuse, avec Benoit, Pillman et Flair. Donc voilà, main event pour les Four Horsemen. Clairement, ça reste quand même un clan légendaire. Franchement, les Four Horsemen, c'était magnifique. Alors la Wyatt Family, et ça c'est la première version du coup avec Rowan, Harper et Braun Strowman, et je vais mettre ça dans main event. La Wyatt Family, c'était
Attendez, non, finalement j'ai un instant de réflexion. Je demande encore une fois un instant en réflexion. One eternity later. Le problème que j'ai avec la Wyatt Family, c'est que c'est un clan que moi j'adore, que j'ai trouvé très bon, mais que je trouve pas au même niveau de legacy et d'impact dans le monde du catch que la Nation et que les Four Horsemen. Mais sauf que je les trouve au-dessus de la Straight Edge Society et du Inner Circle. Il faudrait, comme d'habitude, que je fasse une carte, une case entre ces deux-là. Ça restait quand même génial, la Wyatt Family. Je vais mettre ça dans le main event, même si ça mérite peut-être pas. Moi, j'ai adoré et c'est ce qui compte au final dans cette tier list. C'est un peu mon avis perso. Mais j'ai trouvé qu'on a raconté des histoires superbes avec cette Wyatt Family, qui s'est passé beaucoup de choses très intrigantes avec Daniel Bryan, avec Randy Orton par la suite. Bref, c'était plutôt pas mal. Alors le New Day, je vais mettre ça en mid-card, et là c'est pareil, je sens qu'il y en a plein qui vont s'arracher les cheveux de la tête. Alors je m'explique. Pourquoi le New Day en mid-card? Puisque ça fait à peu près une dizaine d'années que ce clan existe, et que globalement ça n'a jamais évolué, ça reste un clan très divertissant, porté sur le comedy wrestling, très fun, avec des personnalités très intéressantes, Biggie, Xavier Woods et Kofi Kingston, mais globalement on n'a jamais eu le New Day dans le main event. Là où Bray Wyatt était dans le main event avec la Wyatt Family, le New Day, ça n'a jamais trop été le cas, hormis la Kofi Mania qui a été une exception. Mais à ce moment-là, Kofi n'était pas spécialement avec le New Day, c'était Kofi Kingston en solo. Donc on en a jamais véritablement fait un clan de main eventer. On a gardé cette étiquette de mid-card qui allait, encore une fois, très bien. Attention, ça allait très bien aux 3 membres. Et ensuite, on a push Biggie en solo avant qu'il se pète la nuque. Kofi a eu également son petit push. Bref, ça a toujours bien marché, le New Day. Mais voilà, je trouve que mid-card, ça c'est parfait. C'est la meilleure place pour ce clan qui n'en reste pas moins légendaire malgré tout, même si au final, ils n'ont pas fait grand-chose en fait. Undisputed Era, et alors... Si vous ne connaissez pas NXT, si vous n'avez pas regardé NXT, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fout le doc à mettre Undisputed Era en main event et pas le New Day? Eh ben oui, mais le Undisputed Era, c'est calibre main event. Et clairement, du côté d'NXT, c'était juste le putain de meilleur clan qu'il y a jamais eu à NXT. Et c'était absolument fabuleux. Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Donc du coup, les 4, si vous n'avez pas regardé NXT, vous ne devez pas connaître. N'hésitez pas à regarder du côté de AEW maintenant, parce qu'ils sont tous là-bas. Mais c'était vraiment excellent, une Undisputed Era, quand ils étaient tous champions là, ils avaient tous les titres, un petit peu comme l'Evolution pendant un temps justement. Clairement, une Undisputed Era, ça a marqué l'histoire d'NXT, ça a marqué donc l'histoire de la WWE. Je n'en démords pas, pour moi, Undisputed Era, ça reste dans le main event. Et Retribution, les amis, Retribution, Jobber, que voulez-vous que je vous dise? Il y avait un putain de potentiel avec ce truc-là. Quel dommage que ça a été moqué, pris en grippe par les fans, parce qu'en vrai, sur le papier, Retribution, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ali, Timas, Tibar, Mas, je sais pas quoi. Ok, bon, c'est spécial, mais dans l'idée, c'était plutôt pas mal. Et quel dommage qu'on n'ait pas réussi à faire fonctionner Retribution. Encore une fois, moi j'avais beaucoup d'espérance dans ce clan, mais bon, ça porte bien directement sa place dans les jobbers. Oh là, on a un gros morceau avec le Bullet Club, et là on sort un petit peu de la sphère WWE. Alors le Bullet Club, ça reste quand même un club et un clan qui dure depuis maintenant près de 10 ans, qui dure sur la durée du coup au Japon surtout. Finn Balor en a été le premier leader, on a eu des leaders de renom comme AJ Styles, Kenny Omega, Cody Rhodes, Jay White, bref, ça vraiment... C'est le clan des Gaijin au Japon en fait, les Gaijin sont les étrangers, les gens qui ne sont pas japonais. Et c'est un clan qui s'inspire beaucoup de DX et de NWO, c'est un peu une mixture des deux. Et là, je suis un peu emmerdé pour le classer, donc comme d'hab, je vais réfléchir quelques instants. One eternity later. Alors, je vais mettre Bullet Club dans Main Event, après un long instant de réflexion quand même. Parce qu'il leur manque ce truc, cet impact médiatique, ce truc que tout le monde les connaît. Dites-moi dans les commentaires, tiens, petite pause commentaire. Est-ce que vous connaissez vraiment le Bullet Club ou juste vous en avez entendu parler de nom? Est-ce que vous connaissez autant le Bullet Club que l'Evolution ou le Shield? Eh bien, je suis persuadé que non. Et donc, du coup, c'est ce fait-là qui fait que je vais laisser le Bullet Club dans le main event et pas dans le Hall of Fame, même si, encore une fois, l'impact est quand même très important du Bullet Club. Et c'est presque dommage qu'il manque pas grand-chose pour aller dans le Hall of Fame. Mais comme on peut le voir là avec les Four Horsemen, c'est un peu du même acabit. Même une Undisputed Era, au final, je trouve ça assez logique, finalement, de mettre le Bullet Club dans la catégorie main event. Alors la Legacy, la Legacy, je suis un peu embêté. La Legacy, où est-ce que je cale la Legacy? C'était pas terrible la Legacy.
Moi j'ai pas trouvé ça dingue en vrai, la Legacy ça a pas duré très longtemps. Le clan, c'était une bonne idée, je trouvais. Randy Orton, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr., c'était une bonne idée. Mais pour moi, ça n'a pas été mis en œuvre correctement. En fait, on aurait pu faire quelque chose de bien meilleur. On aurait pu surtout faire en sorte que l'un des deux jeunes, qui était Cody Rhodes et Ted DiBiase, soulève Randy Orton à WrestleMania. On va parler crûment, pour partir un petit peu, avoir une rampe de lancement pour partir un peu en solo et se créer une carrière. Mais ça n'a pas été le cas. Randy Orton a enterré ses deux comparses et derrière le clan était terminé. Et quel dommage, ça n'a rien apporté finalement. Très peu de lumière ni sur DiBiase ni sur Rhodes. Rhodes a réussi à faire des trucs après en solo, mais c'était pas fameux. Il manquait cette grosse victoire sur Randy Orton pour véritablement le lancer en solo, quoi. Oh mon dieu, la League of Nations, quel gâchis terrible, la League of Nations. J'avais trouvé ça l'idée trop bien à l'époque. Un catcheur de chaque nation, donc on avait Rousseff qui représentait la Bulgarie, Sheamus l'Irlande je crois, Alberto Del Rio le Mexique et Wade Barrett le Royaume-Uni. Quel dommage, putain, c'était super, 4 personnalités comme ça. Bon, il n'y avait pas spécialement de leader, c'était un peu brouillon, on va dire. Mais, quel dommage, je trouvais ça super, moi, sur le papier. Encore une fois, ça n'a pas été bien mis en place par la WWE. Allez, de corps, ça suit également la League of Nations. Décidément, Wade Barrett et ses clans, c'est pas terrible. Un Nexus, League of Nations et de corps, tout dont Jobber, c'est terrible. Et Wade Barrett porte la poisse au niveau des clans. De corps, c'était pas terrible. C'était pas terrible, c'était un espèce de Nexus 2.0. Bof, non. Non, franchement, ça mérite sa place de jobber. Oh, la Hart Foundation, qui est l'un de mes clans préférés de l'histoire. Ça part dans Main Event direct. Bret Hart, Owen Hart, British Bulldog, Jim Neidhart et Brian Pillman. Canadian Stampede 97, pour ceux qui connaissent un peu la Hart Foundation. C'était fabuleux. Ça a duré que sur l'année 97. Parce qu'avant, la Hart Foundation, c'était juste une team entre Bret Hart et Jim Neidhart. Ensuite, c'est devenu un clan. En 97, au début, en plus de l'Attitude Era, c'était le bordel. C'était des heels. C'était super, c'était des pros canadiens qui aimaient pas les États-Unis, c'était génial, en rivalité avec Stone Cold, en rivalité avec la DX de l'époque. Oh, c'était fabuleux, cette année 97, j'ai hâte d'en parler parce que franchement, c'était magnifique, j'ai adoré et Bret Hart fabuleux en heel en 97. Allez, l'Authority également, Main Event. Et oui, l'Authority, mais quel clan. Alors certes, on les a beaucoup vus, peut-être un peu trop, mais c'était très bien booké. Triple H en figure d'autorité, Stephanie McMahon, Randy Orton en tant que champion de l'autorité, Seth Rollins aussi. Bref, il y a eu du bon, Kane, le Big Show qui était impliqué. C'était pas mal, hein, c'était pas mal. Ça méritait clairement sa place de Main Event. En plus, dès qu'il y avait l'autorité dans un programme, c'était Main Event. Donc franchement, peut-être qu'au niveau de la Legacy, c'était moindre que les Four Horsemen, que Bullet Club, que Undisputed Era. Mais je suis même pas sûr. Non, pour moi, ça mérite clairement sa place de Main Event. Largement, l'autorité, c'était vraiment sensationnel. NWO New World Order, mes amis, catégorie Hall of Fame, direct. NWO, c'était juste fantastique, c'était juste avant les débuts de l'Attitude Era. C'est d'ailleurs ce qui a créé un petit peu l'Attitude Era. NWO, ces 3 mecs là qui arrivent, qui ont plein d'attitudes à la WCW. Hogan qui tourne heel, les Outsiders, le regretté Scott Hall et Kevin Nash qui s'associent à Hulk Hogan. Ils s'habillent en noir, ils foutent le bordel. C'était génial, je vous conseille de regarder si vous avez l'occasion, la WCW, les Weekly, les Nitro de 96, c'était super, les vignettes qu'ils faisaient, enfin c'était magnifique, c'était fabuleux et donc largement NWO dans le Hall of Fame, aucun doute possible. Alors il me reste 3 vignettes, là il y a un clan avec Matt Sydal, Evan Bourne du coup je crois à l'époque et Santino Marella, j'ai l'impression, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est ce clan, c'est une des premières fois je crois que dans une tier list je ne sais pas ce que représente une image. Je ne peux pas classer ça. Derrière on a une version de la Wyatt Family avec Orton, donc pareil, pas la peine de classer, on va pas se faire chier à classer les différentes versions des clans. Et là pareil, on a une version du Hurt Business juste avec MVP et Shelton. Osef, on va surtout se contenter de faire un récap avec le Shield, l'évolution et NWO en Hall of Fame. Et j'aurais également rajouté DX. Du coup largement. Main Event du coup également la Nation, la Wyatt Family, Undisputed Era, Bullet Club, les Four Horsemen, l'Authority et la Hart Foundation. Et derrière après ça reste de la mid-card, low-card, donc c'est peut-être pas trop la peine d'en parler. On se rappellera notamment que Wade Barrett a fait des clans et qui se sont à chaque fois retrouvés en jobber. Dommage pour Wade Barrett.
N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette tier list et à me dire également ce que vous auriez changé comme d'habitude. Et puis voilà, je vous rappelle que ce sont mes propres choix, mes propres goûts. On ne juge pas les goûts et les couleurs. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.